Je pense que, par-delà la question de savoir s'il faut se servir ou non du symbolisme zodiacal, du symbolisme planétaire, de la signification traditionnelle des maisons, la question est d'abord de s'assurer que ce symbolisme, nous le comprenons bien et qu'il nous est parvenu non seulement au niveau textuel, mais au niveau de l'exégèse, au niveau du commentaire, dans de bonnes conditions. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce jeudi 21 septembre, qui est le début de l'automne justement, qui est l'équinoxe d'automne. Et je pense que, par-delà toute polémique sur l'utilisation de tel et tel dispositif, il est bon de s'assurer que ce dispositif est cohérent. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai commencé mes travaux sur l'astrologie il y a plus de 40 ans. Dans un premier temps, il s'agissait tout simplement, et c'est un peu ce que fait Patrice Guinard, de donner de la cohérence, ou même Nicolas, de donner de la cohérence à la tradition. Alors maintenant, après, je suis passé à un autre plan, à un autre niveau, à un autre angle, qui est la pertinence même de l'utilisation de ces dispositifs. Mais la moindre des choses que l'on puisse attendre, et je crois que là-dessus on pourrait quand même avoir un certain accord, même sur ce plan-là, les résistances risquent d'être considérables, ce qui montre bien qu'il y a quand même un blocage quelque part à toute remise en question de quoi que ce soit en astrologie, aussi bien des textes que des commentaires, parce que n'oublions pas que l'astrologie fonctionne largement sur le commentaire. Ce n'est pas le zodiaque que nous connaissons, ce sont les commentaires sur le zodiaque, ce sont les discours sur le zodiaque, qui viennent d'une certaine manière se surimposer au zodiaque lui-même, et qui viennent d'une certaine manière proposer et instaurer une cohérence qui, à un niveau plus fondamental, fait défaut. Moi, je me suis beaucoup intéressé au cours de ma carrière à la question du commentaire, qui ont souvent vocation à apologétique, c'est-à-dire qui visent à montrer qu'en réalité, ce n'est pas comme ça. Un des cas les plus classiques, c'est le Cantique des Cantiques, qui est un véritable chant d'amour, que l'on d'ailleurs on récite et qu'on évoque le vendredi soir. Et rappelons d'ailleurs que le Shabbat est présenté chez les Juifs comme une sorte de rapport amoureux, ce qui peut être assez étonnant, puisque on salue le fiancé et la fiancée. Le fiancé étant probablement Dieu et la fiancée étant probablement le peuple hébreu. Bon. Et alors dans la foulée, on s'est dit pourquoi pas le Cantique des Cantiques, le grand chant d'amour qu'aurait composé le roi Salomon et qui est extrêmement sensuel. Alors, on va nous expliquer qu'en réalité, il faut comprendre, par-delà les mots crus, il faut comprendre, il faut transposer, il faut transfigurer, il faut sublimer la lettre du texte pour en retrouver l'esprit, si on veut. Donc finalement, l'astrologue, aujourd'hui, il est étudiant en astrologie, et tous les astrologues d'aujourd'hui sont des ex-étudiants en astrologie, quelque part. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de vieux étudiants d'astrologie et de moins en moins de jeunes étudiants d'astrologie. Enfin, passons. Et l'astrologue, finalement, il mélange, il confond le texte et le commentaire. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet, chers amis, en commençant par parler du signe du Verseau. Le signe du Verseau est un signe stratégique, comme on le sait, puisqu'il est mis en exergue par la théorie des ères précessionnelles, la fameuse théorie de l'ère du Verseau. Et je rappelle que j'ai publié en 1979 l'Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, qui est des actes des colloques de 1977, un ouvrage qui rassemble la fine fleur de l'astrologie européenne et même mondiale.
et qui devrait d'ailleurs normalement être, sinon réédité, du moins devrait être numérisé, parce que c'est un ensemble extraordinaire dans ce genre. Et notamment des contributions de Robert Amadou, de Pierre Riquel, enfin de tas de chercheurs intéressants. Et ce verso, que nous dit-on sur ce verso? Quelle accumulation de facteurs, de commentaires s'articule autour de ce signe du verso? C'est assez affolant, faut-il le dire. Alors, d'abord, premièrement, parce que le signe du Verseau est associé à la planète Uranus. Le signe du Verseau est un signe d'air. Le signe du Verseau est un signe d'air. Bon. Et le signe du Verseau est aussi marqué, je le rappelle en passant, par l'étoile fixe royale, une des 4 étoiles fixes royales, Fomalo, qui veut dire en arabe la bouche du poisson, parce que, en réalité, c'est le prolongement de la constellation du Verseau dans le poisson austral, et l'eau tombe dans la bouche du poisson, l'eau qui est versée. Le signe du Verseau est lié à la maison 11, des amis, des compagnies, des sociétés. Donc voilà, on a tout un attirail, tout un panel, toute une constellation de discours autour du signe du Verseau. Et souvent, on nous dit, et ça tient notamment aux griffes du Verseau, que certains commentateurs inspirés ont rapproché du courant électrique. Et donc souvent, quand l'astrologue tombe sur le Verseau, cette constellation uranienne Verseau, on est sûr qu'il va nous parler de nouveauté, de liberté, de révolution, de technologie. Mercure en Verseau, c'est forcément quelqu'un qui va faire des études électroniques ou je sais pas quoi. Et quand on en revient à l'origine du signe du Verseau, je rappelle qu'en 1937, Paul Lecourt a publié Ganymède et le retour du Verseau, enfin un truc comme ça, qui a été réédité maintes fois aux éditions d'Atlantis. Ganymède ou l'avènement d'une nouvelle ère, etc. Ganymède, c'est dans la mythologie olympienne les chansons, E-C-H-A-N-S-O-N, les chansons des dieux. C'est-à-dire celui qui, au fond, verse, sinon de l'eau, verse les boissons aux convives attablés autour d'un seigneur. Ce que l'on voit merveilleusement bien dans la représentation du mois de janvier ou de février que l'on trouve dans les Traits Rigeurs du duc de Berry, manuscrit qui est conservé à Chantilly. Et il y a beaucoup de versions des Rigeurs du duc de Berry, il n'y en a pas qu'une seule. Le Verseau donc est quelqu'un qui tient un carafe, en quelque sorte, une bouteille, une cruche, comme on voudra, et qui verse le contenu, le liquide de cette cruche à tous les convives, comme je disais, et ce faisant, il fait un peu le tour de la table, une sorte d'aiguille qui fait le tour du cadran. Parce que la table qui est carrée, c'est un peu le cadran, le mot cadran, renvoyant d'ailleurs à l'idée de 4, de quadrature.
Mais ce personnage, il n'a rien de très glorieux, ni de très libre. C'est peut-être un esclave, c'est un serviteur. Le Verseau, c'est le signe même de la servitude. Par opposition au lion, qui est en face, qui correspond à l'étoile, l'autre étoile royale, qui est Régulus. Régulus, ce qui veut dire le petit roi. Le lion, le roi des animaux. Alors, le lion, c'est justement le maître, c'est le seigneur, celui qui est au centre de la table, au centre du système social. Et le serviteur, il ne fait que tourner autour de tout cela. Il est une sorte de machine à la limite, presque. Alors effectivement, de ce côté-là, on peut dire que le Verseau évoque la technologie, mais une technologie asservie, une technologie qui est au service de l'homme. En ce sens-là, le Verseau n'est pas l'homme. C'est l'androïde, c'est l'esclave, c'est la femme, éventuellement. L'homme ici, c'est l'homme, alors l'homme seigneur, l'homme maître, l'homme chef, c'est le lion ici. Et dans le système des domiciles des planètes, qu'on trouve déjà dans la tétrabible de Ptolémée, au premier livre de la tétrabible, si je ne m'abuse, ou au deuxième, on met Saturne en Verseau et le Soleil en Lion. Donc on est à l'opposé de toute valeur solaire. On est dans le personnage de l'esclave, du serviteur, qui rend service, qui est au service. Et j'ai l'impression, excusez-moi de le dire, en 50 ans d'astrologie, j'ai l'impression que quand on parle du Verseau, on n'emploie pas le mot serviteur. Est-ce que je me trompe? J'ai l'impression que ça n'est pas le mot qui est employé. Alors que, par définition, le verseur d'eau, c'est un serviteur. C'est un domestique. Il fait partie de la domesticité, de la maisonnée, comme je dis. Il est censé agir de manière mécanique, c'est-à-dire il doit fonctionner comme il est prévu qu'il fonctionne, il doit accomplir la tâche qu'on lui a impartie. Il doit obéir, en quelque sorte. Alors, quand on nous parle de l'ère du Verseau, qu'est-ce que ça va nous attendre? Qu'est-ce qui nous attend dans l'ère du Verseau? Et surtout, quelles sont les prémices, soi-disant, de cette ère du Verseau? Parce que si on a une fausse idée du Verseau, forcément, la notion de prémisse du Verseau, elle est un petit peu branlante, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'on va nous présenter l'ère du Verseau comme étant l'ère de la servitude, l'ère de la domesticité? Peut-être, si l'on traduisait, effectivement, en disant que c'est l'ère où les machines vont prendre le pouvoir, où les esclaves vont prendre le pouvoir, où le petit peuple va prendre le pouvoir, où les esclaves vont se révolter, à la façon d'un Spartacus. Il faudrait réfléchir à cela. Alors, il serait bon donc de réviser un petit peu les copies, de réviser les discours à ce sujet. Je laisserai de côté la dialectique 5-11, qui soi-disant correspond à l'opposition entre, je ne sais plus très bien d'ailleurs, entre les enfants qu'on a fait et les amis qu'on se fait, enfin bon, entre la famille, quelque part. Parce que n'oublions pas que les premières maisons sont des maisons familiales. Donc c'est le domus en quelque sorte, là encore. Alors, le Verseau est un signe d'hiver. Il est au cœur de l'hiver. Et c'est dans ce sens-là qu'il est un signe solsticial.
bien que, bon, on puisse discuter, mais si on prend les 4 signes fixes, comme les éléments centraux du système, c'est un signe solsticial qui couvre l'ensemble des 3 signes d'hiver. Tout comme le lion couvre l'ensemble des 3 signes d'été. Tout comme le bœuf couvre les 3 signes de printemps, et comme l'aigle couvre, plutôt que le scorpion, bon bref, ça aussi il y a un problème, comme vous savez, les 3 signes d'automne. À propos du scorpion, je rappellerai que l'aigle en latin se dit aquila, d'où le nez aquilin. Et que dans aquila, il y a la notion d'eau. Bon, je dis ça en passant, mais je veux dire que c'est pas inintéressant. Je rappellerai aussi que dans les blasons des empereurs, des princes, le lion et l'aigle ont un rôle très important à jouer, et qu'ils incarnent justement le chef, celui qui domine, alors que les dominés sont représentés plutôt par l'animal domestique ou l'esclave, l'étranger. On sait qu'à Athènes, il y avait les hommes libres et puis il y avait les étrangers qui faisaient fonctionner la cité. Tout comme aujourd'hui, la cité fonctionne à travers des machines. Les esclaves anticipent sur la machine. La machine est le prolongement. C'est pour ça que le Verseau, au fond, c'est la machine, tout simplement. C'est la machine à laver, si on veut,